Dès que je veux commencer une création et initier ce travail de recherche, j'arrive pas à démarrer si j'ai pas une page blanche et un crayon en me disant bah tiens, le biscuit je le verrai très moelleux ou plus croustillant ou plutôt sur 2 centimètres d'épaisseur ou plutôt sur 3 millimètres. Le crémeux, je le vois plutôt texture crème brûlée ou est-ce que je le vois plutôt texture mousse au chocolat. Enfin tu vois, donc je construis comme ça une espèce d'architecture par un croquis assez simple, un schéma, hein, mais simplement d'épaisseur. Pour moi, en tout cas, la façon de créer, c'est d'abord un volume et un visuel avant de pouvoir imaginer ce qu'on va mettre dedans. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'ai rencontré François Daubinet qui depuis 2017 est chef pâtissier chez Fauchon. Formé auprès des Compagnons du Devoir, François a exercé dans des établissements prestigieux à New York et à Paris, comme le Plaza Athénée ou encore le restaurant Taïwan. Véritable architecte de la pâtisserie, il construit chacun de ses desserts avec précision pour trouver l'équilibre parfait et c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Il m'explique notamment comment il imagine chaque dessert en commençant toujours par un croquis pour définir la structure de sa création, mais aussi ce que représente vraiment la pâtisserie à ses yeux et enfin pourquoi établir des passerelles entre pâtisserie et métier d'artisanat est une grande source d'inspiration qui lui permet de créer des desserts toujours plus audacieux. Bonne écoute! Bonjour François, donc il y a quelques mois, tu as créé Fragment en collaboration avec l'artiste Opar. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce projet ? Bonjour Léa, écoute, bien sûr je peux t'en parler. En fait c'est un projet qui m'a pris pas mal de temps l'année dernière en 2020 et qui a été vraiment l'objet d'une création à la fois avec Opar qui est un artiste de street art, art urbain, peinture, sculpture, et à la fois avec Stéphanie qui est son agent et qui l'accompagne un peu dans toutes ses démarches. Et donc tous les trois on a vraiment créé ce projet d'un entremets à partager pour 6 à 8 personnes avec une forme très spécifique qu'on a sculptée dans un bloc de chocolat et tout ça dans un écrin avec une représentation d'une des œuvres d'Opar dessus qui soit vraiment une boîte qu'on puisse garder et réutiliser dans le temps. Donc voilà, ça a été vraiment un projet assez complet et abouti dans ce sens-là. Il est très visuel cet entremets en plus forcément puisqu'il y a toute cette dimension artistique, il essaie de recréer un peu une roche. Est-ce que pour toi, la dimension artistique d'un dessert, elle va se transmettre uniquement dans le visuel ? Ou est-ce que toi, tu t'essayes en fait de travailler tes desserts aussi en termes de saveur à la manière d'œuvres d'art ? En fait, est-ce que tu penses chacun de tes desserts un peu comme des œuvres à part entière, que ce soit aussi dans le goût ? Alors oui, totalement. En fait, le goût est très important et il est presque nécessaire de commencer par là. Mais évidemment, c'est plus simple de représenter un dessert et on va dire une œuvre avec les yeux et donc ce qu'on voit. Maintenant, dans le goût, il y a un vrai travail en tant que pâtissier dans la démarche de construction, comme un architecte va construire un bâtiment pour qu'il dure dans le temps, pour que, je sais pas, les échos, le son, le vent, la hauteur, la largeur, tout, et ben dans un entremets, on a un peu la même construction, aller mettre un croustillant, un biscuit, de la mâche, du crémeux, de la mousse, du léger, du peu sucré, du plus acide et tout ça, ça nécessite une recherche et des essais qui s'apparentent pas à de l'art, mais qui ont vraiment cette démarche d'aller chercher une précision et une authenticité dans des produits. Ouais. Et justement, là, par exemple, pour ce fragment, comment est-ce que tu as un peu réfléchi la chose ? Est-ce qu'en fait, vous avez d'abord parlé du visuel avec l'artiste et après, toi, tu as essayé d'associer des goûts ou est-ce que c'était plutôt l'inverse ? Alors, en fait, ça a été assez simple parce que déjà, on va parler d'une rencontre
Moi, Opar, c'est un artiste que je suis depuis quelques années déjà. J'aime son travail, j'aime la personne. Alors, je le connaissais pas personnellement, mais il dégage une humilité, une sincérité qui me touche beaucoup. Et donc, on s'est rencontrés assez simplement comme je disais, Stéphanie. On était en lien. J'ai été voir un peu ce que lui faisait. Et puis après, lors de nos échanges, ça a été assez vite en fait. Moi, j'avais coulé des blocs en chocolat qu'il est venu sculpter au labo et rentrer un peu dans mon univers. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes outils. Et tout ça pour te dire qu'on a travaillé d'abord une envie de visuel, de partage, comme ce morceau de roche un peu qu'on pourrait arracher, pour ça qu'on l'appelait fragment, ça avait beaucoup de sens. Et une fois qu'on a eu ça, on est rentré dans le goût du produit, et là on a vraiment travaillé, mais si tu veux, ce qui était très intéressant dans cette collaboration, c'est que c'était un vrai échange, on a vraiment tout fait de A à Z en fait. Donc moi je voulais aussi des parfums que lui aime beaucoup, on s'était dit quelque chose de très comfort food, tu vois, un truc un peu sympa mais pas sucré, donc c'est pour ça qu'on est vite tombé sur le chocolat, cacahuète, caramel, et puis après on a fait beaucoup d'essais pour arriver à obtenir ce qu'on voulait en texture et en goût. Ça a vraiment été une collaboration, en fait, l'envie d'Opar, d'Alex dès le départ, ça a été vraiment de créer quelque chose qui soit pas moi je fais un gâteau, lui met son nom dessus et ça fait une collab. C'était vraiment l'idée de se dire bah, vas-y, on part d'une page blanche, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Lui avait jamais fait ça, moi non plus, et voilà, c'était très intéressant dans ce sens-là de construire le projet vraiment à deux, quoi. Très intéressant. Bah écoute, maintenant je te propose de repartir un peu sur ton parcours en termes de saveurs. On reparlera un peu plus de tout l'aspect créatif plus tard. Déjà, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance? C'est une bonne question, ça. Je dirais les goûts simples et francs, la vanille, du caramel, du chocolat, c'est pas très original ma réponse, mais en tout cas c'est des goûts simples. On n'allait pas chercher à l'époque des choses comme de la farine de banane, de la farine de châtaigne, de la fleur d'hibiscus, les choses qui sont devenues hyper sympas à travailler dans le temps, mais qui sont beaucoup plus subtiles. Donc pour te répondre, moi les saveurs de mon enfance c'est des choses simples, le caramel, le flan à la vanille, le riz au lait, les mousses au chocolat, des choses comme ça, des choses très réconfortantes. Et c'est encore du coup des saveurs que tu aimes bien travailler finalement. Fragment, c'était un peu autour de ces saveurs-là quand même. Totalement, c'était totalement ça, parce que c'était vraiment chocolat, cacahuète, caramel, avec un croustillant praliné cacahuète torréfié, un biscuit moelleux à la cacahuète torréfiée, une crème brûlée à la vanille, un petit caramel un peu semi-liquide et une mousse au chocolat à 65%. Donc oui, c'est vraiment des parfums qui je pense, font plaisir, tout en allant vers quelque chose d'assez peu sucré. Et quel est ton plus beau souvenir gustatif? Je dirais, il y en a un qui m'a marqué lorsque je suis venu à Paris pour la première fois. J'avais, je pense, 15 ou 16 ans. J'étais en apprentissage de pâtisserie déjà. Et à l'époque, j'étais allé chez Fauchon parce que c'était la boutique qu'il fallait aller voir. Je me souviens très bien de desserts que j'avais pris chez Fauchon à l'époque de Christophe Adam et un peu toute la team qu'on connaît qui était là-bas. Et sinon, gustativement, je pense que je parlerai du plaisir sucré de Pierre Hermé. Plaisir sucré qui est en soi un dessert qu'on pourrait croire assez simple, mais qui dans l'équilibre était vraiment parfaitement réalisé, avec une dacquoise, des feuilles de chocolat un peu croustillantes. Enfin voilà, c'est un des souvenirs comme ça que j'ai en tête. Et justement, tu as parlé de Fauchon, mais c'est pas le moment où tu es arrivé chez Fauchon. Est-ce qu'il y a justement une saveur qui t'évoque ton arrivée chez Fauchon? Gustativement, je dirais mon premier souvenir chez Fauchon, dans mes premières créations, il y a eu ma première bûche de Noël signature 2017, et c'était vanille de Tahiti, kumquat et gin. Parce que je suis un grand fan de gin, donc il y avait un petit peu de notes de baie de genièvre. Et voilà, c'est un parfum qui me rappelle mon début et mon arrivée en juillet 2017. Et comment tu l'avais travaillé à ce moment-là, le gin, dans un dessert? Eh bien, écoute, j'avais à l'intérieur plusieurs compositions, encore une fois, biscuits croustillants, marmelade, une mousse, un crémeux et puis un glaçage pour finir. Et il y avait une vague en chocolat qui était texturée, qui était faite avec un pinceau. Et le gin, je l'avais travaillé dans le crémeux, à la fois en infusion de baie de genièvre et en même temps avec l'alcool, mais qui était cuit. Donc voilà, on perdait toute la notion d'alcool qui peut freiner un peu, mais on avait vraiment le parfum subtil de la baie de genièvre que j'aime moi dans le gin, quoi. Et c'était quoi? Bah, c'est peut-être ça du coup. Est-ce que c'est les saveurs de ta toute première création? Et si c'est pas ça, ce serait lesquelles? Enfin, je suis assez simple dans mes parfums de prédilection.
Et une chose que j'aime par-dessus tout, je pense que c'est un très bon riz au lait à la vanille avec un petit peu de caramel au beurre salé à côté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et sinon, un de mes premiers souvenirs que j'ai aimé créer, c'était plutôt autour du fraisier, du mélange fraise fraîche et une crème onctueuse à la vanille. Tout de suite, on se projette dans une sorte de fraisier un peu contemporain, pas très lourd et pas très gras, mais qui vraiment t'amène tout ce que tu aimes, à la fois l'acidité du fruit et en même temps le côté réconfortant de la crème à la vanille. Tu vois. C'est des choses comme ça qui moi, me stimulent un peu et m'houstillent. Et depuis tout à l'heure, tu parles justement de faire des desserts qui sont légers. Enfin, tu parles toujours de légèreté quand même en bouche, mais avec des desserts réconfortants. Comment tu arrives à garder cet équilibre? Le secret, déjà, c'est de faire beaucoup d'essais. Donc, parce qu'en fait, le tout, c'est comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on construit un dessert comme une architecture de bâtiment. Et en fait, tout ça, ça demande pas mal d'essais pour à la fois avoir une hauteur de croustillant qui peut varier, de biscuits, de densité de biscuits aussi. Parfois, on va préférer un moelleux et parfois, on va préférer plutôt une dacquoise qui va être plus sucrée mais plus légère aussi. Donc, en fait, il y a toute une construction comme ça qui permet d'arriver qui permet pardon, d'avoir à la fois un dessert qui soit de parfum réconfortant, mais en même temps qui permet de garder une certaine subtilité et une légèreté. Et je dirais que pour finaliser un peu l'ensemble en dégustation et au palais, il faut pour moi absolument assaisonner souvent les compositions, à la fois des biscuits, mais souvent des compotés ou des crémeux qui sont dans les inserts. Et c'est très souvent, et quasiment dans tous mes desserts, il y a un petit tour de moulin de poivre ou une infusion de thé sur 24 heures ou des infusions à froid ou des infusions de café ou des choses comme ça. Même si ça va être un crémeux au chocolat, il y aura peut-être derrière une infusion très subtile de café qui va t'amener vraiment ce côté léger, agréable et pas gras au palais en fait. Ouais, l'infusion, ça joue beaucoup. Et tu disais pour le thé, infusé 24 heures, ça change vraiment. Enfin, il y a vraiment une différence entre une infusion qui est aussi longue et une infusion qui se ferait, je sais pas moi, sur une demi-heure par exemple. Ah oui, ça change totalement. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant dans notre métier, c'est qu'aujourd'hui, on a la capacité technologique et à la fois l'approvisionnement de matières premières grâce à des super producteurs fournisseurs, d'avoir la capacité, comme je te disais, de jouer avec les éléments et des infusions plus ou moins longues. Et parfois, il y a certaines épices comme une baie des bataques que j'ai utilisées en infusion à chaud pendant 3 minutes et d'autres produits pour lesquels j'ai utilisé, comme je te disais, du grain de café à froid sur 24 heures ou 48 heures pour avoir quelque chose de plus subtil. Et donc, ce qui devient très intéressant, c'est de pouvoir jouer avec ces différents codes. Et donc toi, les épices, enfin depuis tout à l'heure, tu me dis que les épices, enfin les baies et tout ce genre de choses, tu les fais infuser, c'est toujours comme ça que tu procèdes? C'est finalement ton utilisation préférée? Ouais, en général, c'est très souvent en infusion, que ce soit à chaud ou à froid, comme je t'expliquais. Mais ça peut être parfois aussi pour assaisonner une compotée de fruits. Je pense à une compotée qu'on faisait l'année dernière pour un dessert qu'on a sorti en mars-avril chez Fauchon, avec beaucoup d'aloe vera, de noix de coco, de citron vert et d'ananas. Et on venait vraiment assaisonner subtilement avec des épices, du zeste, tous ces petits éléments qui sont soit pardon, en infusion, soit directement intégrés dans la préparation. Ok. Et du coup, les saveurs, parce qu'on était sur les saveurs de ta première création juste avant, les saveurs de ta toute dernière création, est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Je dirais que ma dernière création, c'est très certainement le fragment chocolat, cacahuète, caramel. Et alors, une chose qui a vraiment changé depuis ces presque 4 ans maintenant que je suis chez Fauchon, c'est que tu vois, dans cette première création, il y avait beaucoup d'intention de ma part de mettre les produits que j'aime et que j'aime particulièrement, comme la vanille de Tahiti et le gin, et avec une essence de kumquat, c'était très important pour moi. Mais je suis allé chercher vraiment de l'épice et de l'alcool qui n'est pas simple à utiliser. Là, plus récemment, avec le fragment, ça a été beaucoup plus straight to the point. Tu vois, ça a été vraiment genre chocolat, cacahuète, caramel. Et dans mes premiers essais, j'avais intégré des infusions de poivre dans la mousse au chocolat. En fait, je faisais infuser du poivre dans le lait chinoisé pour ensuite en faire une mousse chocolat. Et en fait, ça amenait beaucoup de complexité au dessert pour pas grand-chose, juste pour me faire plaisir. Et en fait, c'était pas le but. Le but, c'est vraiment que à la dégustation, dès la première cuillère et bouchée, t'aies vraiment un truc qui te fasse tout de suite, qui te donne tout de suite du plaisir et pas d'aller chercher une complexité pour rien. Donc je trouve que voilà, ce qui a évolué entre ma première et ma dernière création,
c'est ce sens de aller chercher des choses simples et bien faites et pas forcément la complexité pour rien, tu vois. Il y a un peu, je trouve que voilà, il y a un équilibre comme ça à trouver. Ouais, faut rester simple finalement, c'est le meilleur. Ouais, mais c'est le plus dur. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Ça représente une façon de s'exprimer, en fait. Ce qui n'était pas le cas lorsque j'ai commencé. J'ai fait un apprentissage chez les Compagnons du Devoir quand j'avais 15 ans. Donc j'ai fait un tour de France pendant 8 années, en France au départ, et puis ensuite je suis parti pendant 2 ans à New York pour travailler. Et enfin je suis rentré en France, finir mes études et mon BTM, et démarrer en pâtisserie de Palace à Paris. J'avais 22 ans. L'apprentissage que j'ai pu avoir les 10 premières années ne représente pas du tout ce que j'ai vécu ces 6 dernières années-là. Aujourd'hui, ça représente pour moi une façon de s'exprimer sur des couleurs, des matières, des textures, des envies de partage, d'échange avec des proches, avec des amis, avec des producteurs, de faire découvrir aussi des produits. J'aime vraiment aller chercher des produits qu'on a peu l'habitude de travailler et de les intégrer dans un produit qui soit finalement assez accessible à déguster pour le client. Comme quoi par exemple? Un exemple que je prends assez régulièrement parce que je trouve qu'on en parle très peu, le tamarillo, qui est un fruit qui est d'abord né en Amérique du Sud et qui est maintenant un petit peu cultivé dans le sud de la France, qui est en fait ce fruit un peu inconnu, enfin pas inconnu mais méconnu, qui est un hybride de la tomate et du fruit de la passion. Et quand on coupe ce fruit en deux, c'est vraiment impressionnant de ce goût. On a vraiment l'acidité de la tomate et ce côté fruit de la passion qui vient après. C'est un fruit qui est extraordinaire à travailler et qu'on connaît très peu. Et donc j'aime utiliser ce fruit par exemple dans des créations. Et pour répondre à ta première question, ça me permet vraiment d'aller exprimer quelque chose qui m'inspire. Voilà, c'est un peu ça pour moi la pâtisserie. Et comment tu le travailles? Est-ce que, enfin, tu vois, ce genre de fruits un peu exotiques, ce genre de produits qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, est-ce que tu les travailles de la même manière que d'autres fruits? Comme, je sais pas, le fruit de la passion finalement, qui est quand même assez courant maintenant, ou est-ce qu'il y a une manière propre de les travailler? Alors oui, et particulièrement pour le tamarillo, c'est un fruit qui se travaille sous forme de compoté. En fait, c'est quelque chose de très acidulé. Tu croquerais pas, par exemple, dans un fruit de la passion, tu vois, et ben c'est un peu le même effet. Si tu croques dedans comme ça va être assez désagréable et très acidulé. Donc c'est vraiment un fruit qu'on va venir, on coupe en deux, on récupère toute la chair à l'intérieur et on va le faire cuire en compoté. Ça c'est une première façon de l'utiliser, mais ça peut être aussi, j'ai déjà fait des sorbets à base de tamarillo, je récupérais toute la chair, mélanger juste avec un petit peu de sucre, un peu d'eau et un petit peu d'épices pour en faire un sorbet, mais c'est quelque chose qui s'utilise comme ça, transformé, à l'instar d'une fraise par exemple, où le seul truc qu'il y a à faire c'est de l'équeuter, de la couper en deux et c'est comme ça qu'elle est la meilleure. Dès que tu la transformes, tu perds beaucoup de qualité gustative de la fraise. Et justement, tu me disais que la pâtisserie pour toi c'était un moyen de s'exprimer. Est-ce que c'est du coup de ce point de vue-là que finalement y a complètement un parallèle entre la pâtisserie et l'art? C'est ça qui te plaît aussi, enfin peut-être qui te plaît entre la pâtisserie et l'art? Bien sûr, complètement. En fait, quand je te disais m'exprimer, c'était surtout exprimer, comme je te disais, une envie, une inspiration, une création, une couleur, une matière, ou simplement un truc que j'ai pu voir hier, que j'ai envie de représenter à ma façon. Et dans cette dynamique, la passerelle entre la pâtisserie, qui est un métier d'artisanat d'art presque, et les domaines artistiques, il y a une vraie passerelle, je trouve, à faire, qui est assez peu exploitée, mais qui est évidente. Et quand on commence à se renseigner un peu, comme je le fais, d'aller régulièrement au contact d'artistes ou dans des ateliers ou d'aller voir un peu ce qui se fait, on a vraiment presque les mêmes outils de travail finalement. On part d'une page blanche, on va commencer par un croquis, et puis après on a des ciseaux à sculpter, des pinceaux, on a finalement presque les mêmes outils. Et donc oui, pour répondre à ta question, la pâtisserie pour moi c'est une manière d'exprimer une forme artistique, mais sous forme d'artisanat, parce qu'il y a quand même ce côté goût et recherche du meilleur pour le client, tu vois, qu'il n'y a pas forcément dans l'art. Ouais, complètement. En deuxième partie, je voulais revenir un peu sur justement toi, ton processus créatif un peu plus. Et donc il y a l'art, mais comme tu dis, il y a ce côté un petit peu plus artisanat. Et tu as parlé d'architecture tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là, il faut penser de manière à ce que le bâtiment tienne durablement, ce genre de choses.
Est-ce que toi, par exemple, quand tu crées, tu fais un peu des plans, comme un architecte va faire ses plans avec des cotes, ce genre de choses? Est-ce que toi, tu fais des plans en te disant, voilà, le biscuit, il faudrait qu'il fasse telle taille, enfin des trucs assez précis? Totalement. J'ai pas une création qui commence sans un croquis, un schéma. Et d'ailleurs, j'arrive pas à travailler si dès que je veux commencer une création et initier ce travail de recherche, j'arrive pas à démarrer si j'ai pas une page blanche et un crayon en me disant bah tiens le biscuit je le verrai très moelleux ou plus croustillant ou plutôt sur 2 centimètres d'épaisseur ou plutôt sur 3 millimètres. Le crémeux, je le vois plutôt texture crème brûlée ou est-ce que je le vois plutôt texture mousse au chocolat. Enfin, tu vois, donc je construis comme ça une espèce d'architecture par un croquis assez simple, un schéma, hein, mais simplement d'épaisseur. Et en fait, pour revenir sur ce processus de création, qui est un sujet qui m'anime beaucoup et que je trouve qui est très intéressant et on aborde assez peu souvent, parce que c'est une grosse partie de notre travail en tant que chef pâtissier, pour moi, en tout cas, la façon de créer, c'est d'abord un volume et un visuel avant de pouvoir imaginer ce qu'on va mettre dedans. Donc, même si j'ai envie de faire un produit, je ne sais pas, au caramel ou à la fraise, je vais me dire déjà, alors attends, sous quelle forme? Parce que du coup, la forme va me donner l'épaisseur, et puis l'épaisseur, je vais pouvoir la décomposer à l'intérieur. 3 millimètres de croustillant, 1 centimètre de biscuit, 2 centimètres de crémeux, ou pas du tout. Est-ce que je mets que de la mousse sur 4 centimètres et puis un biscuit très fin? Donc oui, ça se construit comme ça, comme une architecture. Ouais, et du coup, ça va changer tout le goût, parce que finalement, si tu te dis, je mets un crémeux, plus un croustillant, plus ceci, tu vas pas intégrer les mêmes aliments, ce genre de choses. Bien sûr, et en général, souvent, alors, ce qui est très important, c'est de passer très vite, pour moi, de la phase croquis-schéma à la phase réelle construction et production dans le laboratoire, parce qu'en fait, très souvent, entre ce que j'ai imaginé et ce qui sort en premier jet, c'est pas tout à fait ce que j'avais souhaité obtenir, et donc je rectifie souvent les épaisseurs, et très souvent, j'enlève enfin, je mets plusieurs choses, et puis en fait, je finis par enlever des choses pour aller beaucoup plus vite à ce que j'avais envie de donner comme goût ou comme parfum. Entre le croquis et le schéma et le produit fini, il se passe vraiment une grande phase de test, de texture, de parfum, de saveur, d'acidité, de sucre, moins sucre, plus sucre, qui est très importante et qu'on n'imagine pas quand on n'est pas, je pense, dans ce métier. À quel point ça peut prendre du temps et voilà, d'aller chercher toujours une expression plus nette, plus sincère, plus authentique aussi. Ouais, complètement. Puis je trouve que, en fait, quand on n'est pas forcément dans le métier, on se dit un peu que, tu vois, on réfléchit selon du crémeux, du mousseux, du moelleux, mais pas forcément en termes d'épaisseur comme tu le décris. Tu vois, moi, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu m'as dit, c'est vraiment en mode, bah, c'est vraiment un plan et il faut absolument la bonne dose de chaque élément, sinon ça fonctionne pas. Mais tu vois, par exemple, si je reprends l'exemple de ta tarte chocolat giandouja, qui est très parlante, je pense, pour beaucoup, avec ce décor en chocolat que tu as intégré finalement au goût. Comment est-ce que t'es venue cette idée-là? Est-ce qu'au début, tu voulais juste un décor en chocolat pour du craquant, par exemple, je sais pas, et finalement... C'est un super exemple. La tarte giandouja, je trouve qu'elle a une très belle histoire parce que lorsque je suis arrivé chez Fauchon, c'était un des premiers desserts que j'ai voulu modifier parce qu'en fait, c'était une belle vente et une jolie tarte qui avait été réalisée à l'époque de Christophe Adam et Benoît Couvrant, où c'était pas péjoratif, mais un fond de tarte avec une ganache et une noisette en or. Et donc c'était très important pour moi, dès que je suis arrivé, dès que j'ai pris mes fonctions, de faire ma tarte noisette giandouja. Je trouve que c'était très important pour moi dans le changement de gamme et pour montrer mon arrivée au sein de la maison. Et donc j'ai commencé à décomposer justement comme ça, et donc on est venu à faire un produit 100% noisette, avec une pâte sucrée à la noisette avec un peu de fleur de sel, un biscuit moelleux à la noisette, un crémeux au giandouja qui était moins gras et moins sucré qu'il était auparavant, ce lit complet de noisettes du Piémont torréfié, et donc est venu pour finir ce décor chocolat par-dessus qu'on vient thermoformer directement à l'aide soit d'un pistolet thermique, soit en passant au four quelques secondes. Mais ça a vraiment permis d'intégrer à la fois ce côté, comme je t'ai dit, thermoformé qui me rappelle un peu comme un forgeron qui vient taper sur un objet en métal en fusion, tu vois, ce côté un peu,
ce qu'on met dessus avec un blush et du scintillant, ça permet aussi de rappeler vraiment ce côté métal en fusion. Donc ça, c'est pour le visuel. Et pour le goût, une fois que c'est cristallisé, ce chocolat, ça amène vraiment un croquant en mâche qui est hyper agréable. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de retrouver ce côté texturé, matière. Moi, j'adore la transformation de la matière, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc voilà, c'était vraiment suite à plusieurs essais, encore une fois, on a trouvé cette idée magique de faire fondre le chocolat directement au contact des noisettes sans avoir à faire un autre geste en amont, en fait. Pour parler de matière, récemment, tu as aussi fait une autre collaboration avec Olivier Chavannes, mais qui cette fois-ci est fromager. Donc ça, c'est assez original. Déjà, comment est-ce que t'es venue cette idée? Est-ce que c'était toujours dans cette optique, justement, de travailler des matières et des matières qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir en pâtisserie? Moi, tu sais, j'aime dans ce côté de la pâtisserie, j'aime vraiment le côté création originale, audacieuse. C'est quelque chose, c'est un terme qui me parle beaucoup et que j'aime. Je trouve qu'il faut avoir l'audace d'aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Sinon, en fait, on se fait vite chier, hein. Enfin, on a un peu tous les mêmes matières premières, les mêmes moules, les mêmes trucs. Donc, en fait, il faut aller chercher des choses qui nous stimulent. Et dans ce sens, je trouve que c'est hyper intéressant d'aller se confronter à d'autres matériaux, matières premières, matériels aussi. Et donc, dans cette démarche-là, écoute, au début, c'était pour donner un coup de main à un ami qui est Olivier Chavannes et qui est installé, qui est un super fromager à Toulouse. Et puis, donc, l'idée est venue assez rapidement. Lui avait envie depuis quelques années de revoir le brie truffé, qui est un super fromage qu'on connaît, des grosses euh, euh, meules de brie coupées en deux, garnies de truffes. Donc, il avait envie de retravailler ce produit, mais façon un peu pâtisserie et justement transformation de la matière. Donc, l'idée, ça a été de décomposer ce fromage qui est très connu de tout le monde et de le reconstruire différemment, un peu façon pâtissière, mais sans sucre. Il y a zéro sucre ajouté dedans. Et donc ça, c'était très intéressant parce que j'avais jamais travaillé de fromage de ma vie. Et c'est une matière qui, comme ça, peut paraître assez simple, mais en fait, elle est vivante. Et donc, pour la transformer en pâtisserie, ça demande encore une fois un peu de réflexion parce que c'est une matière grasse que j'ai pas l'habitude de travailler. Donc, si tu l'ajoutes avec du lait ou de la crème, ça réagit pas du tout de la même façon. Et c'est ça, en fait, qui, moi, aujourd'hui, je trouve passionnant dans l'inspiration, dans la création, c'est d'aller chercher un peu à la fois ce côté technologique et en même temps une sensibilité de dégustation. À la fin, il faut pas se faire des nœuds au cerveau, il faut que ce soit bon. Et du coup, comment t'as fait pour le travailler comme justement le fromage? C'est vrai, c'est pas du tout un ingrédient qu'on a l'habitude. Très simplement, on s'est mis à travailler avec Olivier. Lui m'a exprimé ce qu'il avait envie et il m'a fait goûter aussi, évidemment, ses fromages et particulièrement ses brie truffés. Et l'idée, ça a été tout de suite de le transformer. Donc, il a fallu lui donner une forme et un volume. Donc, l'idée, c'était de se faire. Je suis pas un spécialiste des trompe-l'œil en général, c'est très rare que j'en fasse. Mais là, je trouvais que ça avait vraiment du sens de faire une truffe pour un brie truffé et ça a été jamais vu et jamais fait. Et comme il n'y avait pas de sucre, bah, ça me paraissait pas, ça me paraît pas faire de la concurrence à qui que ce soit et c'était assez audacieux et innovant dans ce sens-là. Et donc une fois qu'on a eu la forme, après bah, je me suis dit c'est simple, on va le construire comme un gâteau, sauf qu'il y aura zéro sucre dedans. Donc j'ai commencé à mettre un croustillant, un biscuit, un insert avec un crémeux, une mousse. Et puis finalement à la fin on a enlevé le croustillant et le biscuit parce que ça gâchait vraiment la dégustation. Et pour garder uniquement une mousse hyper aérienne de brie. En fait, on fait infuser du brie dans de la crème pour en faire une mousse qui est extrêmement légère. Et puis à l'intérieur, on a un cœur de crème anglaise à la truffe noire. Voilà. Et puis finalement, on a enlevé tout ce qui pouvait être superficiel pour garder vraiment que cet esprit du fromage, le brie, la truffe. Et ça fonctionne bien. Et l'idée, c'est de le déguster vraiment comme un fromage et pas comme un gâteau. Donc accompagné sur une tartine ou sur un crackers ou tu vois vraiment d'aller chercher une dégustation de fromage soit à l'apéro soit avant le dessert accompagné d'un petit verre de vin et ça fonctionne plutôt bien. Et est-ce que c'est un défi que t'as aimé et que t'aimerais bien refaire, justement faire quelque chose qui enfin, une façon pâtisserie, mais qui se déguste pas forcément au moment du dessert? Enfin, même si le fromage, c'est quand même pratiquement le dessert, mais... Je sais pas dans le fromage, mais en tout cas, ce que j'ai compris depuis quelques années maintenant, c'est que ça ouvre des champs du possible incroyablement. Moi, je suis quelqu'un, je pense, de très ouvert d'esprit et j'aime aller chercher ce qui est différent, ce qui est différenciant, ce qui secoue un peu aussi, quitte à ce que ça déplaise parfois. Donc, ce serait pas forcément dans l'univers du fromage, mais ça peut être
Je sais pas, par exemple, un métier qui m'intéresse énormément, c'est les souffleurs de verre. Donc ça peut être demain aller créer quelque chose avec un souffleur de verre incroyable, parce que là aussi c'est un métier à la fois artistique mais d'artisanat d'art, et donc d'aller faire peut-être des passerelles ou des ponts avec des gens comme ça qui sont passionnés. C'est quand même le cœur de notre métier, tu vois, l'artisanat et les artistes d'ailleurs, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et ça peut se retrouver dans plusieurs domaines différents. Ouais, donc finalement, plus que créer un peu des desserts ou des pâtisseries inattendues, toi, ton objectif et ton inspiration, c'est aussi de faire des passerelles avec plein de métiers qu'on connaît, mais qu'on connaît peut-être pas assez des fois, et essayer un peu justement de les illustrer en termes de saveur, en termes de visuel, tout ce genre de choses. C'est ça qui t'inspire au quotidien? Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, encore une fois, je te dis, pas forcément la collaboration pour la collab, parce que ça se fait beaucoup en ce moment, mais j'aime aussi, moi, les échanges humains. C'est quelque chose auquel je suis très sensible. Et quand je rencontre quelqu'un qui est, comme je te le disais, passionnant, qui est électrique, qui est, tu vois, inspiré par quelque chose qui l'anime au quotidien, je trouve que c'est hyper intéressant d'aller utiliser cette énergie avec la mienne pour créer quelque chose qui soit totalement nouveau quand c'est possible de le faire. Et justement, il y a un autre ingrédient en ce moment que tu as utilisé là cette année, c'était la vanille bleue. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Parce que c'est quand même un type de vanille qui est un peu moins connu, du grand public notamment. En fait, la vanille bleue, c'est une vanille que j'ai découvert à travers quelques produits, mais j'ai en tête principalement le flan la vanille de Yann Couvreur. Je connaissais pas trop cette vanille, mais ça m'intéressait depuis quelques temps, et j'avais envie vraiment de le découvrir, et donc j'en ai commandé pour la goûter. Et après, très rapidement, j'ai eu cette envie de créer un dessert autour de cette vanille pour aller, encore une fois, chercher le truc un peu plus loin, et quitte à utiliser une vanille comme ça, qui a une vraie spécificité, pardon. Elle a un goût un peu presque tourbé, elle exprime quelque chose de différent de la vanille de Tahiti ou de Madagascar ou du Mexique. Et je trouvais que c'était très intéressant d'abord d'en créer un dessert. Donc j'ai sculpté une bûche glacée en fait sous une forme de gousse de vanille, mais pas une gousse de vanille entière, plutôt comme si on coupait un tronçon de vanille et qu'on venait dedans en macro. Donc l'idée c'était vraiment d'aller exprimer ça, et donc c'est la bûche signature que j'ai créée pour Fauchon cette année pour cet hiver. Donc c'était une gousse de vanille bleue avec un parfait glacé à la vanille bleue. À l'intérieur, il y avait une petite marmelade de citron caviar, et dessus on venait déposer un tout petit peu de caviar aussi être français. Et donc cet ensemble en fait à la fois gourmand, confort de glace à la vanille, mais en même temps un tout petit peu d'acidité amenée par le citron caviar, et ce côté un peu iodé et légèrement salé du caviar, encore une fois français. C'était vraiment très intéressant d'aller chercher quelque chose comme ça d'assez nouveau. Et l'iode, parce que c'est quand même un goût qui est plutôt du salé, en fait t'aimes bien quand même faire ça, ajouter des goûts, des saveurs qui vont plus nous faire rappeler... Enfin, et encore c'est du salé, mais c'est beaucoup les fruits de mer, c'est pas tellement travaillé dans des plats. Donc comment est-ce que... ouais, tu prends juste un ingrédient comme le caviar pour donner ce côté iodé, ou est-ce qu'il y a d'autres techniques un peu, je sais pas? Alors j'utilise peu ou très peu de produits salés dans ce que je fais, mais par contre j'utilise assez régulièrement depuis plusieurs années maintenant. Dès que j'étais au Taïwan déjà, quand j'avais 25 ou 26 ans, c'est ma première place de chef pâtissier. J'ai intégré très rapidement beaucoup de légumes à mes desserts. Je me souviens avoir fait des desserts autour de la carotte des sables, de la vanille et de la pomme verte par exemple. Enfin, j'ai fait des desserts comme ça, qui est un peu à la croisée des chemins, mais en fait une carotte, elle peut être hyper agréable en dégustation sucrée. Une patate douce, une purée de patate douce à la vanille, c'est incroyable. Enfin, c'est un truc que je fais très régulièrement le soir, même pour manger à la maison. Donc oui, c'est intéressant, je trouve, d'intégrer des codes comme ça. Maintenant, je n'irais pas faire, par exemple, un dessert avec des huîtres. Enfin, moi, le premier, j'en mangerais pas. Donc en fait, mais par contre, sur une toute petite touche de caviar, sur un dessert glacé à la vanille, ça avait vraiment tout son sens, parce que ça vient amener un tout petit peu d'assaisonnement et de particularité. Et pour revenir un peu sur la vanille bleue, quel goût elle a vraiment de particulier? Tu parlais d'un goût un peu tourbé, est-ce qu'il y a d'autres particularités? Parce que c'est vrai qu'en fait, je trouve on a plus l'habitude de connaître des vanilles de Madagascar et de Tahiti, donc vraiment,
Enfin, est-ce que tu t'arriverais à décrire, alors je sais que c'est compliqué, hein, mais est-ce que tu pourrais réussir à décrire un peu ce que ça apporte et justement toutes les spécificités de la vanille bleue? Alors, je suis pas un grand spécialiste. Je pense qu'il faudrait demander au producteur qui est à La Réunion. En fait, il n'y a qu'un seul producteur de vanille bleue qui se situe sur l'île de La Réunion. Donc, j'ai pas toutes les spécificités techniques. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est, comme je te le disais, un goût un peu tourbé, qui est hyper agréable, mais qui est aussi hyper subtil. Donc, c'est pas quand on connaît un peu la vanille et qu'on en fait des dégustations assez régulièrement, la vanille de Madagascar, elle a un goût très franc, très net, qui est reconnaissable parmi mille. La Tahiti, par exemple, elle va être beaucoup plus sucrée, beaucoup plus subtile, beaucoup plus ronde. Et la vanille bleue, elle se situe un peu entre les deux, mais elle est plus dans le côté vanille grasse qui vient arrondir une dégustation, plutôt que dans un côté très fort, très... Elle prend pas le dessus sur un produit, en fait. Elle est vraiment, je trouve, en, en dégustation, en second palais, en subtilité. Ok, c'est ça que t'aimes bien justement, c'est ce côté doux un peu. Ouais, doux et puis différent de ce qu'on peut avoir l'habitude, parce que c'est rare. C'est un produit qui est noble, qui dit noble dit rare et cher, et donc ça s'utilise avec parcimonie, ça s'utilise intelligemment, je trouve. Faut faire les choses bien, mais c'est très intéressant d'aller faire découvrir des produits comme ça, et c'est vrai que c'est une ligne de conduite que j'ai depuis quelques années déjà. En général, dans mes gammes de pâtisserie, notamment chez Fauchon, j'ai très souvent une dizaine de gâteaux qui sont plutôt des gâteaux traditionnels, revus un peu au goût du jour, j'aime pas trop dire revisités, mais qui sont remis un peu à l'ordre du jour, avec un bon Paris-Brest, mais qui est pas trop sucré, la tarte Jean, on en a parlé, une tarte citron meringuée, mais elle aussi qui a vraiment une vision, une expression différente parce qu'elle n'est pas très sucrée. Donc j'ai plutôt des gâteaux comme ça assez simples finalement, mais j'aime sur les produits signatures, une fois ou deux fois par an sur la bûche ou sur Pâques ou sur la galette, amener quelque chose de vraiment différent, et donc je m'oblige à avoir toujours une découverte de produits. Cette année c'était la vanille bleue, l'année dernière c'était autour de la banane, du rhum et d'un sucre non transformé. L'année précédente, c'était autour de la betterave et du thé au bleuet. L'année d'avant, c'était au gin et au kumquat et tout ça. Donc, enfin, tu vois, à chaque fois, j'essaie vraiment d'aller chercher dans ces produits signatures une découverte de produits. C'est très intéressant et très important pour moi. Et comment tu fais pour découvrir ces produits? Est-ce que tu les as goûtés déjà quelque part ailleurs? Enfin, là, par exemple, la vanille, tu l'avais goûté dans le flan de Yann Couvreur. Est-ce que sinon, c'est des choses que tu as déjà goûtées ou alors tu en as entendu parler, tu n'as jamais goûté et tu veux tester? Ben écoute, les deux. La vanille bleue, par exemple, j'avais jamais goûté, donc, enfin, hormis dans le flan de Yann, donc j'en ai commandé pour faire des tests. Et puis il y a d'autres choses comme le tamarillo, j'en avais entendu parler. Enfin voilà, ça dépend aussi un peu des actus des fournisseurs. On a la chance, dans les maisons dans lesquelles on travaille aujourd'hui, d'avoir des producteurs et des fournisseurs qui sont très intéressants et très intéressés à aller découvrir aussi des nouvelles matières premières, et de nous faire découvrir, nous, en tant que chef, des nouvelles matières premières. Donc on a aussi parfois cet échange très intéressant de nouvelles purées de fruits, des nouveaux chocolats, des choses comme ça. Et donc en fait, ça vient un peu de tous les côtés. Ça peut être un échange avec mon équipe, avec un fournisseur, voilà, avec différentes personnes qui m'entourent. Ok. Et justement, est-ce qu'il y a un ingrédient que tu adores travailler? Tu me poses une bonne question. On a déjà pas mal parlé de la vanille, je crois. Non, je dirais les épices, tu vois. Je trouve que les épices offrent une palette des possibles assez incroyable et qu'on utilise assez peu en pâtisserie. C'est plutôt quelque chose qui est utilisé en cuisine. Et que nous, les pâtissiers, on n'a pas forcément une formation qui nous permet d'aller chercher ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu très intéressant, et je pense que mon passé aussi dans la restauration étoilée dans les différentes palaces dans lesquelles j'ai travaillé m'a amené à côtoyer des cuisiniers au quotidien. Et même là encore, tu vois, chez Fauchon, je suis en binôme avec Sébastien Monceau, qui est le chef des cuisines chez Fauchon depuis 12 ou 13 ans maintenant. Et donc on a régulièrement des échanges, tu vois, lui vient un peu au labo, moi je vais dans sa cuisine, je goûte des nouvelles épices qu'il peut utiliser dans un saumon ou dans un foie gras, et en fait ça m'intéresse d'aller chercher ce qu'on peut faire aussi en pâtisserie. Et c'est là où je trouve que, ouais, je dirais les épices pour te répondre, parce qu'il y a quelque chose à faire sur des thés, sur des choses comme ça qui sont subtiles et assez intéressantes. Et au contraire, est-ce qu'il y en a un, enfin, que t'aimes bien travailler mais qui te donne quand même beaucoup de fil à retordre?
Le thé, c'est un bon exemple parce que je trouve que en fonction de l'utilisation, qu'on fasse une infusion très rapide, très courte ou une infusion longue, on aura des parfums totalement différents. Et ça peut être un thé Earl Grey par exemple qui est très fort, très classique et qui peut être très subtil dans une mousse. Mais c'est pas si simple que ça à utiliser parce que plus l'infusion est longue, plus normalement ça dégage d'arôme, mais en même temps plus on dégage d'amertume aussi. Et nous on veut pas ça, on cherche pas à avoir de l'amertume dans du thé par exemple. Mais c'est très compliqué d'aller faire une infusion à froid qui au final dans le produit fini, lorsqu'il y aura le croustillant, le biscuit, le crémeux, l'insert, le glaçage, tout, ressentir la subtilité du thé qu'on a voulu mettre. C'est un produit qui est assez complexe à travailler pour ça. C'est vrai. Et maintenant, j'ai une dernière question pour cette deuxième partie. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour moi qui suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des gâteaux quand même et que tu trouves qu'on donne pas assez souvent? Je te dirais c'est pas très original, mais de mettre beaucoup d'amour, je trouve, dans les produits. C'est un ingrédient qui est pas souvent dans les listes de recettes, mais qui fait partie intégrante de la recherche et de la construction d'un dessert. Je trouve qu'un dessert qui est fait avec amour, sincèrement, je pense que c'est un dessert qui est fait avec amour, ou en tout cas avec l'intention de le faire correctement, euh, aura pas la même saveur qu'un dessert qui est fait pour être fait. Euh, et c'est une chose très importante en fait, à travers ce que je dis, l'amour, c'est un peu schématisé, mais c'est pour dire apporter du soin aux matières premières qu'on sélectionne, au matériel qu'on va utiliser, la façon dont on l'utilise. En fait, le métier de pâtissier, c'est un métier qui est assez, pas chirurgical, mais qui est précis. En fait, il faut des ingrédients précis, des pesées. Notre meilleur ami, c'est la balance, parce qu'en fait, on peut rien reproduire sans une balance. Donc, il faut un matériel précis, un savoir-faire lui aussi précis, et des matières premières aussi qui soient bien sélectionnées. Et en fait, si tu apportes du soin à tout ça, en général, c'est difficile de faire un mauvais dessert, je pense. Bah merci beaucoup. En dernière partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc déjà, si t'étais une saveur, tu serais laquelle? Je dirais une saveur épicée. New York, où t'as exercé pendant un moment, en 3 saveurs, ça donne quoi? Les épices du monde, côté très régressif, je pense aux cookies de Levain Bakery, puis quelque chose de très énergique, genre un citron vert pour la dynamique de cette ville. Si tu ne devais plus créer qu'un seul type de dessert pour le reste de tes créations, ce serait lequel? Je sais pas, ça peut être le chou, le Paris-Brest. Ce serait peut-être en effet un Paris-Brest, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique dans le Paris-Brest qui paraît assez simple, mais en fait, si t'as pas la perfection de la cuisson de la pâte à choux, si t'as pas une crème qui soit à la fois dense, parce que c'est ce qu'on cherche dans le côté beurré, mais en même temps pas lourde, pas grasse, pas sucrée, c'est un dessert qui, là j'en ai fait un très récemment, un Paris-Brest coco, avec une pâte à choux coco, une crème à la coco, sans œufs, sans tout ça. Ben voilà, je trouve qu'il y a encore plein de choses à faire. C'est une volonté aussi de commencer à travailler plus des crèmes sans œufs, ce genre de choses? Ah oui, parce que je trouve que le territoire il est intéressant, parce qu'aujourd'hui il y a des farines de châtaigne, des farines de banane, des farines de plein de choses, des farines d'épinards. Et en fait, pourquoi s'en priver? Je suis pas un spécialiste des matières premières très originales, mais j'aime aller chercher un truc qui m'émeut, que je trouve incroyablement intéressant pour la texture, la couleur. Enfin, tu vois, tu fais une pâte sucrée classique et tu intègres dedans 10% ou 15% de farine de riz et tu vas obtenir un fond de tarte qui va être très croustillant et tu sais pas pourquoi. Ou alors utiliser de la polenta dans une crème. Tu fais une polenta comme on peut l'utiliser en salé, une polenta aux champignons par exemple, sauf que tu fais une polenta sucrée à la vanille et après tu la montes en crème. C'est extrêmement intéressant. Très intéressant. Est-ce qu'il y a un ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien créer un dessert à 4 mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Je dirais Julien Alvarez. Julien Alvarez parce que c'est quelqu'un que j'adore et que voilà. Et si maintenant je te demande d'essayer de créer un dessert à base de bergamote, avec quoi tu l'associes? Écoute, j'en ferai un dessert, je dirais bergamote, certainement quelque chose à la noisette ou à la casette, qui est une noisette de Bourgogne, ou aux amandes. En tout cas, un fruit sec. Bergamote, je l'associerais avec un fruit sec qui soit pas trop présent, mais qui soit quand même suffisamment rond et suffisamment gourmand pour que la bergamote ne fasse pas peur. Parce que c'est un fruit qui est particulièrement astringent s'il est mal utilisé. Et donc, il faut l'utiliser avec parcimonie. Et je pense que le truc le plus malin, c'est l'utiliser, tu vois, avec quelque chose associé à des notes de fruits secs ou de praliné, tu vois, quelque chose comme ça.
Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt acide ou sucré? Acide. Plutôt tableau dans un musée ou sculpture en chocolat? Sculpture en chocolat. Agrumes ou fruits rouges? Fruits rouges. Vanille bleue ou cacahuète? Cacahuète. Et enfin, tarte gianduja ou fragment? Très bonne question, les deux. Merci beaucoup François, j'ai appris énormément de choses. J'aime beaucoup cette vision très architecturale, de penser à un dessert. Enfin, c'est vraiment ce que j'en retiens là à chaud. C'est beaucoup ce qui m'a marqué et toujours respecter les produits, essayer de mettre de plus en plus d'artisanat et de métiers en lumière. C'est très beau comme vision. Bah, je te remercie, écoute. Et un dernier point, si je peux me permettre, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui me paraît extrêmement important de préciser, c'est que dans mon métier et dans ce que j'exerce dans ma profession aujourd'hui, rien ne se fait seul. Ça peut paraître un peu cliché de dire ça, mais j'ai une grosse pensée pour mon équipe avec qui je crée depuis plusieurs années. C'est très très important. En général, des créations ou des gammes de produits se développent pas seuls. Il y a toujours des gens autour. Que ce soit dans les fonctions de support style marketing, communication, ou que ce soit directement au labo, dans les essais au quotidien. Moi, il y a énormément de créations que j'ai réalisées avec mon équipe et grâce à eux, parce que sur des échanges, parce que des envies, parce que des fous rires aussi sur des trucs qu'on a essayé qui ne fonctionnaient pas du tout. Et voilà, c'est un des points qu'on n'a pas abordé, mais qui me paraît très important de souligner. Oui, non, c'est vrai, t'as raison, rien ne se fait seul, effectivement. Bah écoute, merci beaucoup, et je te remercie vraiment pour cet échange. Je t'en prie, merci à toi Léa, et puis à bientôt. À bientôt. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Florence Lesage. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!